Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité, les conseils d'administration des œuvres sociales des Forces armées royales et de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, présidés par son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, présidente des œuvres sociales des Forces armées royales phares et de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. À Rabat, ouverture des travaux du forum sur la réduction des coûts de transfert du fonds de la diaspora africaine, un conclave co-présidé par le Maroc et le Togo pour mettre la lumière sur les moyens d'engager des actions concrètes face aux coûts de transfert des fonds de la diaspora africaine. Et enfin, de journal, immersion dans l'un des plus anciens jardins de la capitale, le jardin des Sées botaniques de Rabat, 17 hectares d'espace vert, un musée vivant pour la science, l'éducation, l'environnement et la récréation, dont nous vous parlerons avec notre invité notamment Fawzi Bekkaoui, directeur de l'Institut national de la recherche agronomique. Bonsoir, je vous disais en titre, conformément aux très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, présidente des œuvres sociales des Forces armées royales phares et de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, a présidé aujourd'hui à l'état-major général des phares les conseils d'administration des œuvres sociales des phares et de la Fondation Hassan II pour les Ozamac. Les développements, tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Ghabrit. À son arrivée à l'état-major général des Forces armées royales, son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, présidente des œuvres sociales des Forces armées royales et de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, a été accueillie par le général de corps d'armée Belkhair El-Farouk, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général des Forces armées royales. Son Altesse royale a par la suite été saluée par les membres des conseils d'administration des œuvres sociales des Forces armées royales et de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. À l'entame de cette réunion, le général de corps d'armée, président délégué des conseils d'administration des œuvres sociales des Forces armées royales et de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, a, dans son mot d'ouverture, rappelé les efforts déployés sous la présidence effective de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, en vue de satisfaire les besoins des militaires et d'instaurer une ambiance favorable au développement des sentiments de solidarité au sein de la communauté militaire. Les deux conseils ont examiné les rapports moraux et financiers ainsi que les programmes d'emploi budgétaires des années 2023-2025 avant d'approuver les plans d'action triennaux ainsi que les projets des budgets nécessaires à leur exécution. La reprise de manière exceptionnelle des travaux des deux conseils d'administration en même temps, après une trêve due à la situation sanitaire au Royaume, sous la présidence effective de son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, illustre la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les membres des Forces armées royales et les ressortissants de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. La direction générale des services sociaux et la direction de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants sont deux organes principaux de l'état-major général des Forces armées royales en charge de la gestion du volet social des militaires des Forces armées royales et du personnel relevant de l'administration de la défense nationale. Aujourd'hui, les deux directions assurent un panier de prestations sociales adapté à une population globale estimée à environ 1 500 000 personnes. Conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, et sous la présidence effective de son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, les œuvres sociales des Forces armées royales et la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants s'attellent à concrétiser des projets sociaux innovants
à même d'apporter le soutien approprié à leurs ressortissants à travers une action multidimensionnelle et des prestations de qualité. Le pape François exprime sa profonde considération à Sa Majesté le roi Mohamed VI, saluant les relations distinguées entre le royaume du Maroc et le Saint-Siège, à l'occasion du traditionnel échange des vœux du Nouvel An organisé par Sa Sainteté le pape en l'honneur du corps diplomatique et lors de la présentation des vœux de l'ambassadeur du royaume du Maroc près le Saint-Siège. Raja Najim Kawi, le souverain pontife, a tenu à souligner sa profonde considération ainsi que son respect distingué pour la personne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le pape François a fait part aussi des bons souvenirs qu'il a gardés de sa visite au Maroc fin mars 2019 et de la très bonne impression laissée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et par l'accueil chaleureux. Le souverain pontife a également salué les relations fortes et distinguées entre le Saint-Siège et le royaume du Maroc, les qualifiant d'exemplaires. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. À l'occasion du Nouvel An à Mazir, Aziz Akhnouch a affirmé que le gouvernement est fortement et fermement aussi engagé à aller de l'avant dans le chantier de l'officialisation de la langue amazigh en parfaite cohérence avec les hautes instructions royales et la loi organique 2612 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh et les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique. Il a rappelé aussi qu'une importante enveloppe budgétaire a été mobilisée pour les 4 années à venir pour soutenir les activités amazigh, les expositions artistiques et les initiatives à même de valoriser son patrimoine matériel et immatériel. Et pendant la réunion hebdomadaire du gouvernement, plusieurs projets de décret ont été adoptés, dont celui concernant la taxe sur la valeur ajoutée régie par le titre 3 du Code général des impôts, et puis un autre projet relatif aux experts judiciaires et celui relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de la Santé publique. Le Conseil de gouvernement s'est également informé de la Convention générale sur les privilèges et les immunités de l'Organisation de l'Unité africaine adoptée le 25 octobre 1965 à Accra, au Ghana, avec l'adoption du projet portant approbation de cette convention. Ouverture aujourd'hui des travaux du Forum de Rabat sur la réduction des coûts de transfert de fonds de la diaspora africaine, co-présidé par le Maroc et le Togo. Le forum, l'événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2021-2031 sur les racines africaines et la diaspora africaine aussi. Il vise à mener une réflexion d'ensemble sur la question. Vous pouvez me rappeler tout de suite pour les détails. Le coût de transfert de la diaspora africaine est le plus élevé au monde avec un taux de 8%. Des actions concrètes et tangibles sont à engager pour y remédier. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce forum, rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux. La diaspora africaine forme aujourd'hui la 6e région du continent, avec une population totale de plus de 150 millions d'individus en 2021, avec des transferts de fonds vers le continent qui n'ont cessé d'augmenter pour atteindre plus de 95 milliards de dollars en 2021. Tout transfert de fonds sur le continent africain est très élevé pour nos diasporas. Donc nous voulons ici sensibiliser la communauté internationale et précisément les communautés financières, les banques et toutes les institutions financières pour revoir à la baisse les commissions que prennent les banques et toutes les institutions sur le fonds que chaque Africaine ou chaque Africain transfère sur le continent africain. Les participants se sont penchés sur la proposition de la mise en place d'une cartographie au sein de la diaspora africaine dans le monde, y compris dans les compétences, de manière à optimiser et renforcer son implication dans le développement socio-économique de leur pays d'origine. Ce forum vient donc à point nommé et nous permettra de sortir avec des recommandations fortes qui seront portées par l'Union africaine pour que tous les goulots qui pourraient survenir et qui pourraient impacter négativement sur la mise en place de nouveaux supports pour permettre de capitaliser au mieux ces transferts de fonds, l'Union africaine se fera vraiment le porte-étendard de ce plaidoyer. Vecteur de développement socio-économique avec 100 milliards de dollars en 2021, dont 10 pour le Maroc, les recommandations, objet des conclusions de Rabat, sont à proposer au sommet de l'Union africaine prévu en février 2023 en vue de parvenir à une décision de l'Union africaine
destiné à favoriser et dynamiser les transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent, notamment via la réduction de leurs coûts. Avec une superficie de 230 hectares d'espace vert, une ceinture verte de plus de 1000 hectares, Rabat a réussi sa révolution verte, un défi qui lui a valu d'être officiellement proclamé ville verte. Et parmi ces espaces verts les plus prisés, le jardin d'essais botaniques qui a été créé en 1914 et qui referme des trésors biologiques exceptionnels. Visite guidée tout de suite en compagnie de Oumaima Ramli, Hassan Silla et Soukine El-Hachimi El-Idrissi. Il prend ses quartiers depuis 1914 dans l'un des plus anciens boulevards de la ville, le jardin d'essais botaniques de Rabat. Un musée vivant pour la science, l'éducation, l'environnement et la récréation. Ses allées sont bordées de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les espèces. Un véritable jardin d'Éden où il fait bon flâner et humer l'air frais. C'est l'un des plus anciens jardins de la ville. Il a été réhabilité et réouvert au public. Je suis un habitué des lieux. Je viens ici pour un moment de détente, loin du stress urbain. C'est un jardin qu'on a découvert en marchant dans Rabat. On découvre, il fait beau aujourd'hui. Donc c'est vraiment que c'est un jardin très, très sympa pour se poser. Et avec du soleil, c'est agréable. Profiter d'un moment de détente, mais pas que. Ici, les visiteurs ont rendez-vous avec un circuit de découverte. Dame Nature, dans toutes ses composantes, déploie son charme tout au long de l'itinéraire tracé. Et pour pousser l'émerveillement à son comble, cette maison mauresque se dresse fièrement au cœur du jardin. Une bâtisse à l'architecture arabo-andalouse, elle abrite un musée de l'eau et de la lumière. Le jardin d'essais botaniques de Rabat s'étend sur plus de 17 hectares. C'est à la fois un centre d'éducation à l'environnement au service du grand public et un lieu idéal pour promouvoir le patrimoine écologique national. D'ailleurs, malgré la réhabilitation, le jardin a préservé son charme d'antan. C'est ce qui lui a valu d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Un jardin précurseur du développement de l'arboriculture fruitière marocaine. Il abrite plus de 650 espèces ornementales et fruitières. Son espace arboretum, dédié aux plantations d'arbres, renferme une grande diversité génétique. 27 familles réparties en 44 espèces. Et pour en parler plus longuement, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau professeur Fawzi Bekaoui, directeur de l'Institut national de la recherche agronomique. Professeur Bekaoui, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Tout d'abord, professeur, très brièvement, un commentaire sur le reportage. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images de plus près, immortalisées avec notre caméra, et puis les impressions de ces heureux promeneurs? Oui, c'est une chance inouïe. D'ailleurs, mon bureau, il est dans le jardin et j'en profite de temps en temps entre deux réunions très chargées de faire un tour. C'est vraiment une opportunité extraordinaire pour les gens de Rabat d'avoir ce jardin au milieu de la ville. C'est effectivement un cadre très agréable et pour la promenade et pour le travail aussi, comme vous l'avez dit. Donc c'est l'un des plus anciens jardins de la capitale. Il a été créé en 1914, c'est quand même plus de 100 ans d'existence. On y joint l'utile à l'agréable. Il y a cet aspect relatif à la recherche et puis il y a cette possibilité de s'y promener. C'est un jardin qui a été inscrit patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur ses particularités ? Effectivement, il a une vocation de recherche, mais il a aussi une vocation pédagogique. Nous recevons beaucoup d'étudiants, d'écoliers qui viennent pour se promener, pour voir, pour être sensibilisés aux plantes, à la diversité biologique qui existe. Nous allons revenir à ce volet concernant la sensibilisation, mais tout d'abord, ses atouts, cette diversité biologique exceptionnelle. La biodiversité est un point très très important et sensibiliser les gens à la biodiversité, c'est important parce que la biodiversité, en plus de la beauté, parce qu'on a différentes fleurs, différents types d'arbres, etc., la biodiversité, elle a un rôle environnemental et aussi agronomique. Environnemental parce que quand on élimine une espèce parmi un ensemble d'espèces, on crée un problème dans l'écosystème. Donc pour maintenir cet équilibre, c'est très important pour maintenir la biodiversité. Le deuxième... Tout d'abord, rapprochez-nous de ces espèces, justement. Certaines ont été citées pendant le reportage. Il y en a certainement d'autres.
Il y en a à peu près 600 espèces. Alors, il y en a de tout. Il y a des arbres fruitiers, des arbres ornementaux, il y a des plantes aromatiques et médicinales. Parmi les arbres fruitiers, par exemple, on a les arbres natifs au Maroc, ou qui sont cultivés au Maroc, et des arbres qui sont introduits, exotiques. Dans les arbres exotiques, par exemple, on trouve la plante de l'avocat. D'ailleurs, l'avocat a été introduit pour la première fois au jardin botanique, qui est maintenant fait partie des cultures importantes et agronomiques. Qui venait d'où? De quel pays exactement? Alors, c'est une plante tropicale. Il vient des tropiques, dans plusieurs pays des tropiques, comme les pays dans l'Amérique latine, voilà, les Caraïbes, ou maintenant aussi cultivés en Afrique, dans les pays tropicaux. Et il y a aussi la plante du café, par exemple. C'est pas une plante qui est native du Maroc, mais on peut voir la plante du café, on peut voir le papaye. De la Colombie, peut-être, non? Le café, je crois que c'est l'Éthiopie, si je ne me trompe pas. C'est dans l'Afrique, dans l'Afrique à côté de l'Éthiopie et le Kenya. Mais on trouve aussi le papaya, la guyave et les plantes nationales. Alors là, on trouve le grenadier, l'olivier, l'arganier, toutes les plantes, donc les agrumes. Il y a des collections de toutes ces plantes au Maroc. Et les plantes aromatiques et médicinales comme la menthe, par exemple, qu'on peut trouver, la lavande, etc. Professeur, il y a tous ces éléments dont vous venez de parler qui donnent envie de s'y promener. Le secret aussi de sa longévité et surtout de son attractivité, ce sont ces travaux de réhabilitation qui ont été aménagés pendant ces dernières années. Pour donner déjà un coup d'éclat, un bain de jouvence, pour améliorer son côté esthétique, sans altérer son cachet authentique. Comment peut-on réussir cet équilibre? Ce n'est pas facile, j'imagine. C'est très important de maintenir les arbres. On a un objectif de ne pas couper d'un arbre, de maintenir tous les arbres. Il y a des plantes, par exemple, il y a un Araucaria, qui est une plante conifère, un très beau arbre qui se trouve au milieu, à côté de la maison Andalouche, qui est excellent et qu'on a maintenu depuis plusieurs années. Mais dans le sujet de réhabilitation, ce qu'on a fait, on a pris à peu près 1 hectare qui était un parking et on l'a transformé en jardin. Et pour donner sa vocation de plante, de jardin botanique, on a voulu représenter différentes parties du Maroc ici. Par exemple, on a représenté le Haut Atlas, l'Anti-Atlas, et on a introduit des plantes que les habitants entendent parler souvent, comme le caroubier, le chêne-liège, le genévrier, des plantes comme ça, pour les représenter et pour les utiliser comme moyen pédagogique pour que les gens soient sensibilisés à cet aspect. Donc, il a une nouvelle face, si je puis dire, et les gens qui ont visité le jardin il y a longtemps vont retrouver un autre jardin aujourd'hui. Donc une diversité exceptionnelle, extraordinaire même. À nous d'en profiter, mais aussi à nous d'en prendre soin, de préserver cette biodiversité. On va revenir sur ce que vous avez évoqué au début de cet entretien, sur le volet de la sensibilisation. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour sensibiliser surtout la génération montante, les élèves, les lycéens, les collégiens? Comme je l'ai mentionné, nous recevons beaucoup de demandes de visites et nous avons un chargé de mission et des collègues qui sont là pour les recevoir et pour programmer leurs visites. Et donc, on fait des tours, on fait des circuits bien spécifiques et on leur présente la diversité qui se trouve dans le jardin. Et c'est très important donc de sensibiliser nos étudiants et nos écoliers à cette partie donc du patrimoine. C'est vraiment un patrimoine naturel qu'on doit préserver et faire connaître aussi. Merci beaucoup, professeur, de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique de Rabat. Merci beaucoup. Je vous remercie. Un mot d'économie, le Maroc devrait connaître une croissance de 3,5%, 3,5% cette année et 3,7% l'année prochaine. C'est ce qu'annoncent les projections de la Banque mondiale. L'institution financière internationale basée à Washington annonce également que le secteur agricole se remettra de manière progressive de la sécheresse de l'année dernière.
Sport football, la Coupe du Monde des clubs sera jouée le 11 du mois prochain chez nous. Et puis son emblème a été dévoilé aujourd'hui par la FIFA, la veille du tirage au sort de l'épreuve. L'emblème officiel du Mondialito, qui retrouve donc le Maroc pour la première fois depuis l'année 2014, symbolise le prestige inhérent au plus haut niveau du football du club mondial. Il s'inspire de l'étincelant trophée brandi chaque année par le club champion du monde. Le piédestal doré symbolise quant à lui les fondations inébranlables du foot, alors que les bandes incurvées bleu marine reflètent les piliers de ce trophée. Sport toujours, natation cette fois-ci. 3 nageurs marocains vont participer, ou alors participent déjà au 5e championnat du monde de natation en eau glacée de la International Ice Swimming. Il s'agit de Hassan Baraka, de Kenza Yous et de Mohamed Manfalouti, organisée en France cette année dans la ville de Haute-Savoie de Somoenens. La compétition regroupe 500 nageurs de plus de 40 pays. De 1973, le Nouvel An amazigh est célébré en grande pompe aujourd'hui, jeudi 12 janvier, dans toute l'Afrique du Nord et au Maroc aussi, bien évidemment. Eid el-Nahel, c'est l'occasion de célébrer dans la pure tradition le début du calendrier agricole. Immersion tout de suite dans l'ambiance festive à Casablanca avec Hassan Zaki et Achour Ben Saoud et le commentaire d'Oumaima Ramli. Parées de leurs plus belles tenues traditionnelles et bijoux berbères, ces femmes viennent des 4 coins de la métropole casablancaise pour célébrer Eid el-Nahel, le Nouvel An amazigh, marquant le début d'une nouvelle année agricole. Au programme, danse sur les rythmes de la musique des ancêtres et dégustation de mets traditionnels. Cette célébration a un goût unique. Nous essayons de perpétuer une tradition ancestrale. Chaque année, nous nous donnons rendez-vous pour fêter le Nouvel An en communion. Nous veillons à préparer des plats traditionnels que nous dégustions lorsque nous étions plus jeunes. Tagla ou encore berkouk shalamlou, ce sont des essentiels de la table d'Eid el-Nahel. Un rituel de célébration dans la pure tradition, si cher aux gardiens du temple de la mémoire amazigh. Nous avons choisi de célébrer le passage à l'an de 1973 amazigh en groupe. C'est une manière de fédérer les plus jeunes et de leur inculquer les rites et coutumes de la tradition amazigh. C'est important. Il faut préserver cette culture très riche. Symbole d'un lien d'appartenance identitaire, Eid el-Nahel réunit les amazighs du monde entier. Une nouvelle année sous le signe du bonheur et surtout de l'abondance pour l'activité agricole, jadis ressource principale des familles et communautés humaines. Gazam Barké à tous, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.